Imaginez Las Vegas dans les années 1950. Le restaurant sur le toit d'un casino de luxe. La musique joue, les clients sirotent des cocktails. Puis, le maître d'hôtel tape sa cuillère contre un verre et annonce Votre attention, s'il vous plaît. La musique s'arrête, on entend une explosion lointaine, le bâtiment tremble, et un petit champignon atomique bien net s'élève à l'horizon. Les clients applaudissent, reprennent leur conversation, l'orchestre se remet à jouer. De quoi avoir peur? Ce ne sont que de simples essais atomiques de routine. Beaucoup de gens venaient à Vegas, spécialement pour voir ça, et le restaurant sur le toit avait été construit pour cette raison. Bref, les années 50 avaient une ambiance bien à elles. L'Amérique des années 1950 vivait une véritable histoire d'amour avec l'atome et la technologie nucléaire. On avait l'impression que l'énergie atomique allait bientôt résoudre tous les problèmes de l'humanité. Mais tout a commencé bien avant, le 23 juin 1903. C'est ce jour-là que Marie Curie a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Recherche sur les substances radioactives à la Sorbonne. Sa présentation a fait sensation. Le public a été particulièrement électrisé par la nouvelle de la découverte de deux nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium, que les Curie avaient réussi à extraire en laboratoire à partir de résidus d'uranium. Le grand physicien Rutherford a raconté qu'un dîner de célébration a eu lieu ensuite où Pierre Curie a présenté aux invités une merveille technologique, une fiole contenant une solution de radium qui brillait dans le noir. Tout le monde était fasciné. Frédéric Soddy, collègue de Rutherford et vulgarisateur du sujet, a écrit que très bientôt, l'énergie atomique transformerait les déserts en champs fertiles, ferait fondre les glaces polaires et changerait la Terre entière en un paradis florissant. C'était une époque d'un optimisme incroyable envers la science et la technologie. L'humanité semblait sur le point de conquérir la nature et de percer tous les secrets de l'univers. La recherche sur la radioactivité a été accueillie avec enthousiasme. On croyait que les scientifiques étaient sur le point de dompter le Soleil lui-même. Les perspectives éblouissantes ont fait tourner la tête même aux scientifiques, et la société a été saisie d'une véritable folie atomique. Des charlatans n'ont pas tardé à apparaître, proclamant la radioactivité comme un remède miracle à tous les maux et vendant les produits correspondants. En République tchèque, on faisait la publicité de sources curatives à l'eau radioactive. En Allemagne, un dentifrice radioactif appelé Doramad a fait son apparition. Les publicités affirmaient que les radiations renforçaient les dents et les gencives et promettaient aux clients que leur sourire brillerait littéralement. En Amérique, la société Raditor a vendu avec succès des compléments alimentaires radioactifs. La société de cosmétiques française, Thoradia, a lancé toute une gamme de produits radioactifs. Brosse à dents, savon et crème pour le visage. L'emballage se vantait d'une formule du docteur Curie, car l'entreprise avait engagé un médecin du même nom de famille, sans aucun lien avec Pierre et Marie Curie, juste un homonyme. Le progrès technologique de la première moitié du XXe siècle a coïncidé avec l'essor de la première véritable culture de masse. Les tirages des bandes dessinées et des magazines de science-fiction populaire se comptaient en millions. Les années 1930, 1940 et 1950 sont considérées comme l'âge d'or de la bande dessinée et de la science-fiction, dont une grande partie était fortement inspirée par les thèmes atomiques. De nouveaux héros sont apparus, comme Flash, un étudiant qui a inhalé les vapeurs d'eau lourde et est devenu l'homme le plus rapide du monde. Fait intéressant, son père et rival, Atom, n'avait initialement aucun super pouvoir. C'était juste un gars qui s'entraînait, faisait de la boxe et envoyait son poing dans la figure des méchants, tout en étudiant la physique entre deux exploits. Cependant, il a été réinventé plus tard, et dans la nouvelle version, il a acquis la capacité de réduire son corps à un niveau subatomique. L'optimisme technologique du milieu du XXe siècle n'a pas été ébranlé par deux guerres mondiales, ni par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. La société voyait la science
comme une sorte de magie. Si un génie puissant pouvait détruire 2 villes entières, il pouvait sûrement aussi construire un palais. Adolescents et adultes dévoraient les livres et magazines de science-fiction qui promettèrent des choses incroyables. Dans un avenir très proche, tout serait atomique, des vaisseaux spatiaux aux calculatrices. Des concepts de maison du futur ont été publiés où tout fonctionnait à l'énergie atomique. La télévision, le grille-pain, le réfrigérateur et le climatiseur, et tout cela de manière écologique. Des croquis de trains atomiques et d'avions atomiques sont apparus. L'industrie automobile était particulièrement enthousiaste. On prédisait sérieusement que très bientôt, les voitures fonctionneraient avec des batteries nucléaires, chacune durant plusieurs années, ce qui mettrait les stations-service au chômage. À la fin des années 1950, Ford a dévoilé le concept Nucléon, un pick-up supposément équipé d'un petit réacteur logé à l'arrière du véhicule. Le réacteur était envisagé comme une version réduite de ceux utilisés dans les sous-marins. Le Nucléon était conçu pour parcourir jusqu'à 8000 km sans avoir à remplacer sa batterie nucléaire amovible. Les sièges passagers étaient placés le plus en avant possible, loin du réacteur, mais il n'y avait aucune autre mesure de sécurité. Le concept atomique Studebaker-Packard Astral, présenté au Salon de l'Auto de Genève, n'avait qu'une seule roue et reposait sur un hypothétique champ de force pour protéger les passagers des radiations. Le concept français, Simca Fulgur, avait 2 roues et était non seulement conçu pour fonctionner à l'énergie atomique, mais aussi pour être contrôlé par commande vocale et radar. Un autre concept, Ford Atomic, a pris l'approche inverse avec 6 roues, pour s'assurer que toute cette puissance nucléaire ne soit pas gaspillée. Étonnamment, ce n'étaient pas seulement les rêves fous de quelques passionnés. Le public considérait les voitures atomiques comme faisant partie d'un avenir proche. Les urbanistes ont même sérieusement discuté de l'élargissement des autoroutes américaines. Les concept cars équipés de réacteurs étaient grands et lourds, et pour prévenir les accidents, élargir les routes semblait une solution pratique. Hélas, ces grands projets se sont heurtés aux lois de la physique. Le Ford Nucleon s'est avéré être vraiment gigantesque, avec un poids estimé à au moins 10 tonnes. Pourtant, même pour un véhicule aussi grand, personne n'a pu développer un réacteur assez petit pour y tenir. L'aviation s'est montrée un peu plus prometteuse, c'était une question d'importance stratégique, et l'armée était aux commandes. Installer un réacteur dans un avion s'est avéré plus facile que dans une voiture. En Union soviétique, on travaillait sur un bombardier à propulsion nucléaire qui, en théorie, pourrait voler presque indéfiniment, n'ayant besoin d'atterrir que pour remplacer son équipage épuisé. Bien que cette vision n'ait jamais été pleinement réalisée, 34 vols d'essai ont été effectués avec un réacteur à bord. Les Américains avaient un programme similaire, mais il s'est également arrêté. Leur version impliquait un bombardier conventionnel volant avec un réacteur à bord pour tester si l'équipage survivrait à l'exposition aux radiations. La conclusion, il ne survivrait pas. L'URSS et les États-Unis ont finalement réalisé qu'un réacteur nucléaire volant n'était pas une excellente idée. Et s'il s'écrasait? Un problème similaire s'est posé avec les trains à propulsion nucléaire. Les ingénieurs ont conclu qu'ils pouvaient effectivement construire de tels trains, mais que se passerait-il si l'un d'eux déraillait à cause d'un accident ou d'une attaque terroriste? L'idée d'explosion nucléaire pacifique pour creuser des tunnels, créer des canaux et construire des réservoirs souterrains n'a jamais vraiment pris. Après les premières expériences, il est devenu clair que les coûts de relogement des habitants et de décontamination des sols dépassaient de loin les avantages. La seule véritable réussite a été dans la marine. Les sous-marins et les navires de guerre à propulsion nucléaire sont entrés en production de masse et sont depuis devenus monnaie courante. Pour les fans du progrès technologique, les limitations pratiques n'avaient que peu d'intérêt. Pourquoi s'inquiéter des contraintes de poids alors qu'on allait voler sur Mars demain? La folie atomique s'est fermement ancrée dans la culture des années 1950 et 1960,
et s'est mêlé à la fascination croissante pour l'espace. Pas de voitures atomiques? Pas de problème. Les voitures ordinaires ont été conçues pour ressembler à des fusées, avec des contours profilés, des détails rappelant des tuyères, des ailerons et beaucoup de chrome. Il n'y avait pas non plus de ville spatiale, mais les intérieurs inspirés de l'espace sont devenus très à la mode, des espaces épurés, blancs, aux coins arrondis. Les meubles tendances semblaient tout droit sortis d'une soucoupe volante. Paco Rabanne et Pierre Cardin ont sorti des collections inspirées de la science-fiction. La décoration sur le thème atomique était partout. Des lampes en forme d'atomes et des tissus aux imprimés atomiques. Les architectes ont également laissé leur marque. Pendant un temps, le style le plus en vogue était le Googie, curieusement nommé, également connu sous le nom de Populux ou doo-wop. Un exemple parfait est l'un des bâtiments de l'aéroport international de Los Angeles, construit à cette époque, qui ressemble soit à une soucoupe volante, soit à un modèle géant d'atomes. Comme tous les parents responsables à travers l'histoire, les pères et mères américains voulaient préparer leurs enfants à l'avenir. Et l'avenir, tel qu'ils le voyaient, était atomique. Dans un effort pour éduquer leurs enfants, beaucoup leur ont acheté des jouets radioactifs, sans doute l'exemple le plus stupéfiant de la folie atomique. Dans les années 1950, les magasins de jouets américains vendaient de véritables kits de petits physiciens nucléaires contenant de vrais isotopes. Le plus célèbre était le Gilbert Atomic Energy Lab, lancé en 1951 par le magicien et inventeur Alfred Gilbert. Ce n'est ni une blague, ni une exagération marketing. Le kit contenait réellement des éléments radioactifs et tout le nécessaire pour faire des expériences avec à la maison. Le mini-laboratoire comprenait un spintariscope, permettant aux enfants d'observer la désintégration radioactive sur un écran fluorescent. Il était également livré avec un compteur Geiger, un manuel, un écran enduit de radium et un livre de physique. Les éléments radioactifs étaient stockés dans 4 fioles en verre, non pas des isotopes purs, mais des échantillons de minerais d'uranium. Le manuel expliquait le fonctionnement des outils et incluait des descriptions d'expériences. Par exemple, un membre de la famille pouvait cacher une source de rayonnement gamma quelque part dans la maison, et le jeune physicien devait la localiser avec le compteur Geiger. Le minerai radioactif était conservé dans des conteneurs scellés qu'il ne fallait pas ouvrir. Selon les instructions, les échantillons s'écaillaient et s'effritaient à l'air libre, risquant de se disperser dans le laboratoire et de créer un désordre, ce qui aurait sûrement attiré les foudres de maman sur le jeune physicien. Le livre de physique inclus comportait une préface rassurante. Nous nous hâtons de vous assurer, ainsi qu'à vos parents, que les sources radioactives fournies ne sont en aucun cas dangereuses. Des scientifiques de premier plan du pays ont travaillé pour les rendre totalement inoffensives et très éducatives. Nous garantissons qu'un contact quotidien avec les matériaux radioactifs fournis dans votre laboratoire d'énergie atomique ne vous nuira pas. Malheureusement, ou peut-être heureusement, le jouet n'a jamais connu un grand succès. En 2 ans, seulement 5000 unités du laboratoire ont été vendues, ce qui a conduit l'entreprise à l'arrêter. L'une des raisons pourrait être son prix élevé, $50 à l'époque, ce qui équivaut à environ 500-560 $ aujourd'hui. Tout dans ce kit était entièrement légal. À cette époque, la vente et la distribution de matériaux radioactifs n'étaient absolument pas réglementées. À la fin des années 1960, la folie atomique s'était estompée. Le public a réalisé que la Terre ne serait pas transformée en paradis et que les voyages vers d'autres étoiles à bord de fusées atomiques étaient également reportés. Les voitures à batterie nucléaire n'ont jamais été commercialisées, ce qui aurait été particulièrement utile, car une crise financière a frappé et les prix de l'essence ont grimpé en flèche. Dans les années 1970, l'admiration pour l'énergie atomique a été remplacée par la peur de la guerre nucléaire. Finalement, cette peur aussi est passée, et l'atome a commencé à être vu simplement comme une partie de la vie quotidienne. Pour le public moderne, cependant, il perdure principalement à travers le cinéma.
On peut se souvenir non seulement de l'emblématique Docteur Folamour de Kubrick, mais aussi de la récente série télévisée basée sur le jeu vidéo Fallout. Dans Fallout, les protagonistes combattent des mutants et des cannibales au milieu des ruines d'une Amérique future. Une Amérique imaginée par les écrivains de science-fiction et les futurologues des années 1950, imprégnée du style doo-wop. Fait intéressant, les créateurs de Fallout avaient une source d'inspiration très spécifique. À l'époque de la folie atomique, ils étaient enfants et leur œuvre est devenue avant tout une parodie de la culture de masse de leur jeunesse. Qui sait, peut-être que l'un d'eux a même eu un kit de petits scientifiques atomiques radioactifs dans son enfance.